Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel d'électronique. Ce tutoriel, quatrième en l'espèce, portera donc sur un filtre, un dernier filtre actif, basé sur une cellule de Salen NK. Ce filtre, on va réaliser ici un filtre passe-bas donc du deuxième ordre, puisque les filtres de Salen NK sont des fils du deuxième ordre. Alors on va déjà revoir très rapidement la fonction de transfert associée à ce filtre. On mettra en œuvre donc un filtre passe-bas d'ordre 2 en choisissant de façon judicieuse nos résistances, capacités, nos impédances pour obtenir un filtre passe-bas d'ordre 2. Et on cherchera typiquement donc, à obtenir un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure de l'ordre de 10-20 kHz. Donc pour ça, il faudra faire d'abord une sélection, d'abord un choix sur les composants utilisés. De là, donc, on va mettre en œuvre ce circuit. Donc, ce n'est pas un circuit très compliqué d'un point de vue implémentation, vous verrez ça. Et ensuite, donc, à partir de là, bien évidemment, on va chercher à tracer le diagramme de Bode. Donc, on va regarder la courbe de gain. On jettera un petit coup d'œil rapidement également à la phase, puisque les fils d'ordre 2, il y a une particularité au niveau de la phase. Donc, on regardera aussi les variations de phase. Donc on regardera le diagramme de Bode et dans une deuxième partie, on cherchera à faire varier le facteur de qualité associé à ce filtre pour voir un peu l'influence associée à ce facteur de qualité. Voilà pour le programme. Je vous retrouve tout de suite donc, avec la présentation théorique de ce montage dit de Salen NK et j'espère que tout ceci vous intéressera. A tout de suite. Revenons d'abord sur la théorie de ce montage dit de Salen NK. Dans ce montage de Salen NK, donc, que je vous ai repris ici, dont je vous ai rappelé ici le schéma théorique, on va considérer donc 4 impédances, Z1, Z2, Z3, Z4, qui vont être, selon les cas, remplacées par, selon les besoins, une résistance, une capacité. En l'occurrence, on l'avait vu en TD, si l'on remplace l'impédance Z1 et Z3 par des résistances, et si l'on remplace les impédances Z2 et Z4 par des capacités, eh bien la fonction de transfert que l'on obtient est la suivante, à savoir une fonction de transfert qui correspond, donc d'un point de vue théorique, à la fonction de transfert d'un filtre passe-bas d'ordre 2. Alors, quand on fait une identification entre l'expression générique de notre filtre passe-bas et l'expression qu'on vient d'obtenir ici en remplaçant les différentes impédances Z1, Z2, Z3, Z4 par leur expression dans le cas présent, eh bien, on peut déterminer l'expression analytique pour le facteur de qualité Q et pour la fréquence de coupure. Donc, on peut donner ainsi l'expression de oméga C 1 sur racine de R1 plus R1 fois R2, C1 fois C2. Et pareil, on peut donner l'expression de Q, le facteur de qualité, en fonction des différents composants. Alors, ici, on va donc chercher à réaliser ce montage. Et donc, on va se fixer comme point de départ, à savoir, on va se fixer d'avoir une fréquence de coupure de l'ordre de 10 à 20 kHz. C'est ce que je vous ai écrit ici. Et on va chercher à obtenir donc, ce qu'on appelle un filtre de Butterworth, qui possède comme caractéristique d'avoir pour facteur de qualité la valeur 1 sur racine de 2, ou 0,707 de façon à approximer. Alors, pour faire ce montage, on va déjà d'entrée de jeu se fixer des valeurs de résistance. On a deux résistances, R1, R2, qui correspondent à Z1 et Z3. Donc ces deux résistances, j'ai pris de façon arbitraire. C'est un choix totalement personnel. C'est lié bien évidemment au choix des composants qui sont disponibles au niveau de la salle de manipulation. J'ai pris pour R1 1 kΩ et R2 2 kΩ. Donc des résistances de l'ordre du kilo. Voilà. J'aurais pu éventuellement prendre les deux équivalentes, mais bon, histoire d'avoir deux valeurs distinctes, j'ai pris 1 et 2 kg. À partir de là, on va chercher à déterminer C1 et C2. Bien évidemment, dans la pratique, vous vous doutez bien que les capacités dont on dispose n'ont pas des valeurs infinies. En l'occurrence, ici, compte tenu de ce qui nous est imposé, compte tenu de la fréquence de coupure que j'ai choisie, donc j'ai pris 20 kHz. Ici, on nous demandait de choisir entre 10 et 20 kHz, donc j'ai pris 20 kHz. Le facteur de qualité 1 sur racine de 2 et les valeurs de résistance que je viens de choisir. Je vais déterminer des valeurs possibles pour C2 et C1 et par rapport aux valeurs dont je dispose, je fixerai les valeurs de C1 et C2.
Et de là, bien évidemment, les valeurs du facteur de qualité et la fréquence de coupure réelle que je veux obtenir ne seront pas exactement celles qui m'étaient imposées au départ. Il est impossible dans la pratique, compte tenu des composants à disposition, d'obtenir exactement ce qu'on demandait au départ. Alors, on y va. Alors, donc ici, pour déterminer ces deux, je vais utiliser la relation qui me donne le facteur de qualité. Cette relation donc relie... on peut la réécrire en fonction de oméga C, C2, R1, R2. Donc ici, oméga C, la fréquence angulaire, je la connais, en tout cas je connais la fréquence en Hertz, 20 kHz, il suffit de multiplier par 2π pour obtenir la fréquence angulaire. Donc je connais oméga C, donc je vais pouvoir déterminer C2 de cette formule, de cette relation que j'avais obtenue pour le facteur de qualité. Donc C2 c'est 1 sur oméga C fois Q fois R1 plus R2. Donc en prenant les valeurs numériques, les valeurs de Q, FC, R1 et R2, j'obtiens une valeur de C2 égale 3,75 nanofarad. Bien évidemment, 3,75 nanofarad, ce ne sont pas des valeurs qui existent d'un point de vue pratique dans les composants que j'ai à ma disposition. Donc ici, j'ai pris le composant, la capacité la plus proche. Excusez-moi, c'était hors du champ, je recadre, je disons donc. J'obtiens une capacité C2 de 3,75 nanofarad avec ces valeurs pour FC, Q, R1 et R2. Ces 375 nanofarad, comme je viens de dire, ne correspondent pas à une valeur accessible parmi les capacités dont je dispose. Donc je prends au plus proche, à savoir le plus proche ici c'est 4,7 nanofarad et je continue mon procédé. Donc, il me reste à déterminer C1. C1, je peux le déterminer à partir de la relation analytique me donnant la fréquence de coupure. Ici, je peux définir C1 comme 1 sur oméga C au carré R1 fois R2 fois C2. C'est directement ici de cette formule. Ce qui me donne C1 égale 6,7 nanofarad. Et de même, 6,7 nanofarad, c'est malheureusement pas une valeur qui est accessible expérimentalement, qui est accessible parmi les valeurs possibles. Alors on peut s'amuser à mettre des capacités en parallèle, en série, etc. pour s'approcher de la valeur qui nous intéresse. Ici, on va faire au plus simple. Donc j'ai pris la valeur qui était disponible, l'une des valeurs les plus proches, à savoir 10 nanofarad. Le choix entre 4,7 et 10 nanofarad se posait. J'ai préféré prendre une capacité C1 qui était différente de C2. Donc voilà, donc C1 j'ai pris 10 nanofarad. Et donc à partir de là, bien évidemment, avec 10 nanofarad, 4,7, 1 kΩ et 2 kΩ pour R1, R2, je recalcule les valeurs attendues pour le facteur de qualité et la fréquence de coupure. Alors le facteur de qualité, on est quasiment à la valeur de départ. Je trouve ici, avec ces valeurs de C1, C2, R1, R2, 0,69. Et pour la fréquence de coupure, je trouve un peu moins que mes 20 kHz de départ. Je trouve 16,4 kHz. Voilà pour la présentation théorique. Alors, on va mettre en œuvre ce circuit, ce filtre passe-bas, et on va mesurer son gain et tracer son diagramme de Bode. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la mise en œuvre du montage. Commençons le câblage du montage. Donc comme toujours, pour câbler un amplificateur opérationnel, puisqu'il s'agit d'un montage actif, il faut déjà commencer par récupérer un amplificateur opérationnel, ça va de soi, mais vous le savez, un amplificateur opérationnel est un composant qu'il est nécessaire d'alimenter. Alors ici, je passe rapidement sur l'étape câblage de l'alimentation qu'on a déjà vu deux fois dans les deux précédents tutoriels sur l'amplificateur opérationnel. Donc l'alimentation stabilisée, je la câble en plus 15, moins 15, comme toujours. Donc ce sont mes deux alimentations en série avec ici le bouton série enfoncé. Le moins 15 est ici, le plus 15 est ici et ma masse est ici. Voilà, c'est le fil vert. À partir de là, donc, je renvoie tout ceci sur ma plaquette d'expérimentation. Je fais un zoom. Je renvoie tout ceci sur ma plaquette d'expérimentation. Donc, j'ai ici le plus 15 qui vient alimenter... Alors, je reprenne la notice. Je vous remonte rapidement la notice. La notice, donc, pardon. La notice qui me dit... Alors, je vais essayer d'avoir mon focus.
il ne veut pas faire mon focus, j'en suis désolé. Donc sur ce câblage, vous avez ici patte numéro 4, le plus 15 volts, patte numéro 7, le plus, pardon, patte numéro 4 c'était le moins 15 volts, patte numéro 7, le plus 15 volts, la patte numéro 7 est ici, donc j'amène le plus 15 volts dessus, la patte numéro 4 est ici, j'amène le moins 15 volts, et sur ma plaquette, vous pouvez constater, j'ai placé ici ma masse qui arrive, qui est sur la ligne E. Donc ma masse, je m'en servirai dans la suite pour mon montage. Voilà, reste maintenant à placer les composants, et je vous reprends tout de suite. Continuons. Alors, j'ai placé ici, vous voyez, mais j'ai mis une petite feuille pour ne pas m'embrouiller avec les résistances. Je les ai vérifiées au multimètre. Je vous avais montré, il y a certains multimètres qui permettent de mesurer la capacité. Donc, j'ai vérifié mes valeurs au multimètre pour les capacités. Idem pour les résistances. Donc, je les ai placées sur une petite feuille, histoire de ne pas m'embrouiller. Et on va commencer le montage. Alors, ici, en plus, vous voyez, j'ai un fil jaune ici qui va en fait à mon GBF. Ce fil jaune ici qui est relié à cette fiche banane qui va, je vous montre, à mon GBF. Je dézoome. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai en plus mis les connectiques classiques sur mon GBF, fiches banane qui vont sur ma plaquette et un câble, je vais y arriver, BNC. Pour visualiser mon signal d'entrée sur l'oscillo. Allez, je reviens sur la plaquette, donc allons-y, je rapproche la caméra, histoire d'avoir une vue plongeante, voici. Donc, on va commencer. Donc, mon signal ici, il arrive sur la ligne que j'ai mis entre. On a notre résistance R1, donc le 1 kΩ, qui va venir du signal et qui va aller sur l'impédance, la résistance R3. R3 étant relié, la résistance R2, R2 étant relié à l'entrée IN+. Donc, je place ma résistance, donc l'une des pattes sur la ligne correspondant au signal d'entrée, que voici. Je prends ma deuxième résistance R2 qui correspond à Z3. Je vous remonte le schéma rapidement. Donc, ici, R1 entre le signal d'entrée et un point qui sera ce point qui était le point A qu'on avait nommé A en TD. Je vais le remettre A, là c'était le point B. Donc, je disais ici, donc R1 que j'ai placé donc, entre l'entrée signal et ce point A sur mon montage, et ensuite j'ai l'impédance Z3 qui correspond à la résistance R2 qui va aller sur l'entrée IN+. L'entrée IN+, qui correspond à la patte numéro 3. Donc, je vais prendre ma résistance ici. Alors, je vais juste décaler un petit peu pour faire de la place. Voilà. Mon entrée 3, c'est celle qui est juste à côté de l'alimentation, moins 15 volts. Donc, je prends ici. Voilà, ma résistance R2 qui va sur mon entrée IN+. Le point A étant maintenant cette ligne qui est ici. Alors, de là, j'ai ma capacité C2 qui va aller du point A à la masse. La masse, pour information, donc c'est le fil vert qui est ici. Pardon, je touche le micro. C'est le fil vert qui est ici. Donc, je vais mettre cette capacité. Donc, c'est la capacité, que je ne dis pas de bêtises, C2, c'est bien ça. Qui va aller donc entre le point A et la masse. Alors, je décale juste ceci, ce sera plus pratique pour moi. Voilà. C2 et la masse. Ici. Voilà. Donc là, je viens de placer la capacité C2 entre le point... Et je me suis trompé en plus. Oh là là. Je recommence. Donc, je disais, c'est pas le point A, c'est le point B. Le point B, c'est l'entrée plus. Donc, je vais décaler. Voilà. Voilà mon point B. Le point B, c'est l'entrée plus. Donc, c'est ce point ici. Et ma capacité va entre la masse et ce point B, l'entrée IN+. Voilà, pour la première partie du montage. On continue, on n'a pas terminé. J'ai encore la capacité C1 à placer. La capacité C1, donc cette fois-ci, part du point A, donc qui est ici, et va à la sortie. Le out qui est à l'entrée 8, à la patte 8, pardon, qui est ici.
Donc je vais mettre une capacité. Alors elle est un peu petite, cette capacité, la voici. Vous voyez qu'elle a une toute petite patte, donc je vais faire un petit pont. Je le mets point A d'un côté, donc là tout est sur la même ligne, mes deux résistances, R1, R2, et là c'est ma capacité, donc C1, et puis je vais mettre un petit pont, un petit fil, pour relier cette capacité, ici, avec, pour le relier avec la sortie out. La sortie out qui est juste à côté du plus 15 volts, que voici. Donc là, j'ai relié C1 avec le out qui est ici. Et dernière chose à faire, donc je vous montre sur le schéma théorique. Donc là, j'ai mis C1 entre le point A et ma sortie. Et il me reste à mettre un fil qui va me servir de contre-réaction entre l'entrée in- et de nouveau la sortie. Et on aura terminé. Allons-y. Alors, mon entrée in-, c'est la patte numéro 2, qui est juste à côté là, du point B, là où j'ai mis tout mon bazar. Donc voici. Je fais un petit zoom. J'espère que le focus va se faire. Ouais, super. Donc, ici, mon entrée in- que je mets sur l'entrée ici, pardon, la sortie out. Donc j'ai bien deux fils qui sont sur la sortie. L'une, la contre-réaction, le fil rouge. Et ici, ma résistance C1 qui vient donc qui rejoint le point A et qui ensuite repart sur l'entrée plus. Voilà, nous avons terminé notre montage. Maintenant, reste à mesurer. Donc je vais mettre une sonde de mesure. Je place donc ma sonde de mesure sur la sortie, que voici. Et l'on va voir ce que cela donne. Donc voici ma sonde de mesure. Alors là, rien n'est branché, hein. J'ai un signal, mais c'est simplement que le circuit en tant que tel a une certaine fonction de transfert lorsqu'il n'est pas branché, mais ça va se modifier dès que je vais brancher l'alimentation. Allez, je vous dis ça, je parle là dans le vide, parce qu'en fait, vous ne voyez pas l'écran, moi je voyais l'écran, mais vous ne le voyez pas. Donc, je viens sur l'écran, puisque maintenant, c'est l'écran d'oscillo qui nous intéressait. Je vais dégager un peu tous ces fils là dans tous les sens. Voilà, histoire qu'on ait une vue dégagée sur le montage. J'essaie de mettre un peu d'ordre, c'est pas évident. Voilà, vous avez une vue sur le montage. On voit plus exactement sur l'oscillo, et c'est ça le plus important. Allez, on va voir, donc, je vous montre l'oscillo. Donc on a les deux voix 1, voix 2. Je branche, et puis on va voir ce que ça donne. Ok, alors. Donc, ici, alors, on va regarder un peu les valeurs. On a 500 mV sur la voie 1, quasiment la même chose sur la voie 2. Les deux signaux se ressemblent très fortement. Je vais augmenter un tout petit peu l'amplitude de la voie 1. La voie 2 devrait suivre. Alors, par contre, là, je dépasse. Donc, rien ne va plus. Je vais mettre, peu importe, hein, je vais mettre 1 volt. C'est juste histoire d'avoir une amplitude un peu significative et pas avoir que ce soit trop perturbé par les perturbations électromagnétiques ambiantes et résiduelles. Donc voilà, je me mets à 1 volt. Alors, je vous rappelle, ce qu'on attend, c'est un filtre passe-bas. Donc ici, je suis à une fréquence de 1 kHz. J'ai en entrée donc une tension de 1 volt, en sortie une tension de 1 volt. Quasiment pas de déphasage entre les deux. Je vous rappelle, on avait vu au tutoriel précédent comment faire la mesure du déphasage entre les deux voies d'entrée. C'est une des mesures que permet les oscillos numériques. Donc ici, on n'a pas de déphasage. Donc 1 kHz, a priori, on est très en dessous de la fréquence coupure théorique. La fréquence coupure, c'est normalement environ 16 kHz. Donc on est très en dessous, tout va bien. Et ce qu'on obtient, c'est un gain unité, puisque la tension de sortie est la même que la tension d'entrée. Et on n'a pas de déphasage. Donc pour l'instant, finalement, c'est tout à fait le comportement attendu pour un filtre passe-bas. En tout cas, notre filtre passe-bas qu'on a ici. Alors, on va augmenter la fréquence. Je vais passer, allez, on va monter directement à 10 kHz. On va voir comment ça se comporte. Donc à chaque fois que je change la fréquence, je suis obligé de remodifier
la base de temps hein, pour avoir un affichage correct. Donc 10 kHz, on regarde les amplitudes, ça a très légèrement diminué sur la voie 2 et on commence à avoir un petit déphasage qui apparaît. Je vous rappelle, hein, théoriquement, à la fréquence de coupure, ce que je m'attends, c'est d'avoir pour un fil Butterworth une perte de 3 décibels, donc un facteur racine de 2 entre mon entrée et ma sortie. Et en termes de phase, je m'attends à avoir un déphasage de 90 degrés, puisque c'est le double d'un filtre passe bas du premier ordre. À la fréquence de coupure, on doit avoir 90 degrés, sachant que quand on est très au-dessus de la fréquence de coupure, dans la zone de coupure justement, on doit avoir un déphasage de pi pour un filtre du deuxième ordre. Allez, on continue, je suis à 10 kHz, donc là on n'est pas très loin de la fréquence de coupure, hein, c'est 16 kHz, on va se mettre à 16 kHz pour voir ce que ça donne. Voici 16 kHz. Pour l'instant, ça se comporte de façon très attendue. On est quasiment à 90 degrés en termes de déphasage. Vous voyez, moins 82 degrés. Donc finalement, en termes de comportement, tout se passe relativement bien. Ici, j'ai quasiment mon facteur racine de 2. Hein. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Allez, je vais continuer à monter. On va se mettre à 20 kHz. On va voir ce que ça donne. Le déphasage augmente, 100 degrés, et je continue à avoir une atténuation. Donc finalement, ici, visuellement, sans faire de mesure, ça semble se comporter correctement. Je vais on va se mettre à 100 kg et on va voir ce que ça donne. 100 kg, on a une très forte atténuation de notre signal d'entrée. Ici, il serait éventuellement judicieux d'augmenter le signal d'entrée pour améliorer la qualité du signal de sortie. Par exemple, je vais augmenter l'amplitude, histoire que ce soit... Là, je peux me le permettre, hein, compte tenu du fait que je n'ai pas de facteur d'amplification à vide. Hein. Le H0 ici vaut 1 pour ce montage Butterworth. Ok, donc je continue, on va monter à 5 volts. Hein. 5 volts, on reste dans la zone linéaire hein, pour notre montage. Donc je vais monter à 5 volts histoire d'avoir une tension quand même significative en sortie. Voilà, je suis quasiment à 5, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas risquer de me retrouver dans une zone où je ne suis plus en linéarité et où je commencerai à rentrer en saturation. Donc voilà. Ok, donc j'observe ici, alors on a une très forte atténuation, hein, puisque 5 volts, j'obtiens 0,22 volts, 220 millivolts en sortie, donc on a une très très forte atténuation. C'est assez logique, hein, c'est en tout cas par rapport, on sait qu'un fil du deuxième ordre, j'ai une atténuation de 40 décibels par décade. Donc là, je suis passé à 100 kHz, j'ai augmenté d'un facteur 10 ma fréquence. Donc normalement, j'ai dû perdre 40 décibels. Donc on va vérifier ça par la mesure, on va relever les valeurs et tracer le diagramme de Bode. Alors, en tout cas, pour moi, ce qui me rassure en termes de comportement, vous voyez que la phase ici, je suis quasiment à 180 degrés, ce qui est la phase attendue pour un fil passe-bas du deuxième ordre. Allez, je vous retrouve tout de suite. Je vais faire un petit tableau, on va relever les valeurs numériques associées à ce filtre et on va tracer dans la foulée le diagramme de Bode. A tout de suite. Je vous reprends donc pour le tracé de ce diagramme de Bode. Pareil que pour les autres tutoriels, hein, ici, je vais monter la fréquence et relever à chaque fois la tension d'entrée, tension de sortie et déphasage. Donc je vais passer ça en accéléré, et pareil, je passerai en accéléré, je vous montrerai directement le diagramme de Bode associé. A tout de suite.
J'ai donc tracé mon diagramme de Bode, j'ai en fonction de la fréquence, on obtient comme attendu un comportement passe-bas, à savoir un gain constant jusqu'à la fréquence de coupure. Cette fréquence de coupure, je l'ai mesurée à l'oscilloscope, elle vaut 18 kHz. On retrouve moins 3 décibels ici à la fréquence de coupure. Et ensuite, on a une pente très rapide, une décroissance très rapide ici de notre circuit, de notre gain, pardon, avec la fréquence. Alors, là, ici, contrairement à ce qui était attendu, la pente n'est pas exactement la pente attendue, à savoir que théoriquement, pour un filtre passe-bas d'ordre 2, on attend une pente de 40 décibels par décade, ou, si on fait le calcul par octave, de 12 décibels par octave. Ici, la pente que j'ai obtenue avec ce montage n'est pas tout à fait de 12 décibels par octave. Vous voyez que ici, les 3 points, à chaque fois j'ai un doublement de la fréquence, je les ai pris exprès, 20, 40, 80 kHz. Je les ai rapportés ici. Donc ces 3 points là sur mon graphique, mon diagramme de Bode, correspondent à une octave à chaque fois, en termes d'intervalle. Et la différence qu'on a, vous voyez, là je suis à moins 4 décibels, là je suis à moins 14, là à moins 24 décibels. Donc en fait, ici je ne trouve pas une pente de 12 décibels, de moins 12 décibels par octave, mais plutôt une pente de moins 10 décibels par octave. Alors, ici on a un montage, un vrai montage, et donc l'écart par rapport à la théorie vient de l'amplificateur opérationnel et de ses imperfections. Il est difficile d'obtenir avec un amplificateur opérationnel une pente plus élevée que celle qu'on a obtenue ici. Mais il n'empêche, on est déjà au-dessus du filtre passe-bas du premier ordre. Passe-bas du premier ordre, la pente est de moins 6 dB par octave. Là, on est quasiment au double. Ce n'est pas tout à fait moins 12 décibels par octave, comme attendu, mais en tout cas, on se rapproche du comportement typique d'un filtre passe-bas du deuxième ordre. Voilà pour cette première partie. Alors, en termes de fréquence de coupure, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait à la fréquence de coupure qu'on avait définie, 16,4. Mais on s'en rapproche très largement. Entre 16 et 18 pour info, hein, entre 16 et 18 en termes sur le papier millimétré, c'est du Smilog. C'est l'échelle, c'est quasiment de la taille de la pointe de mon stylo bille, hein. Le 18 est ici, le 16 est ici, vous voyez que l'écart est minime, hein, sur le papier. Le 18 kHz, je l'ai mesuré à l'oscilloscope en utilisant la méthode que je vous avais explicitée au tutoriel sur les filtres actifs, tutoriel numéro 3. Donc je vous renvoie à ce tutoriel si vous souhaitez revoir la façon dont je mesure la fréquence de coupure en me basant sur une mesure oscilloscope et non pas sur le graphique. Voilà, je disais donc on va passer à la partie suivante. Ici, on va passer donc deuxième partie au calcul, aux modifications du facteur de qualité et voir donc l'influence du facteur de qualité sur le montage. Donc pour ça, on va jouer sur deux composants, en l'occurrence les capacités. On va jouer sur les deux capacités C1, C2, de façon à soit avoir un facteur de qualité 10 fois plus grand, soit un facteur de qualité 10 fois plus petit, et on va voir ce que ça implique. Je vous retrouve tout de suite pour donc ce facteur de qualité. Revenons quelques instants sur la théorie pour voir comment on va pouvoir modifier le facteur de qualité sans affecter la fréquence de coupure. Donc pour cela, on va revenir aux formules de base, celles qu'on a obtenues pour qui nous relie oméga C avec nos résistances et nos capacités, et le facteur de qualité avec les résistances et les capacités. Alors, je vous ai résumé ceci ici et je les ai juste réécrits de façon un peu plus fonctionnelle, ce qui va nous permettre justement de mettre en évidence comment on va pouvoir jouer sur le facteur de qualité sans affecter la fréquence du coupure. Ce qui est remarquable dans ces deux formules, c'est qu'on voit que ici, je vais faire un petit zoom, voilà. Ici, donc, pour la fréquence de coupure, intervient la capacité C1 et C2 sous forme d'un produit, ici au dénominateur. Et pour le facteur de qualité, ça intervient sous la forme d'un rapport. Par exemple, si je veux augmenter d'un facteur 10 le facteur de qualité, eh bien, il va falloir que je joue sur mes éléments.
vous voyez que typiquement, si je joue sur R1 et R2, ici, je ne pourrai jamais laisser oméga C tel quel, à environ 16,4 kHz tel qu'on l'a obtenu précédemment, pour augmenter mon facteur de qualité. En fait, les seuls éléments sur lesquels on peut jouer pour ne pas affecter oméga C, la fréquence de coupure, ce sont les capacités. Et on va jouer sur le fait que ici j'ai un produit et ici un rapport. En l'occurrence, l'idée c'est, si je multiplie par 10 par exemple la capacité C1 et si je divise par 10 la capacité C2, à l'arrivée, donc multiplié par 10, divisé par 10, eh bien je vais avoir ici un facteur 100 qui va apparaître dans ce rapport. Ce facteur 100 avec la racine, ça va me faire un facteur 10. Donc je peux comme ça, en augmentant par 10 ma capacité C1 et en divisant par 10 ma capacité C2, augmenter mon facteur de qualité. Mais comme ici pour la fréquence de coupure, C1 et C2 interviennent sous la forme d'un produit, si je multiplie par 10, si j'augmente par un facteur 10 ma capacité C1 et si je diminue par un facteur 10 ma capacité C2, vous voyez que multiplié par 10 divisé par 10, l'effet des deux s'annule. Et donc, je ne modifie pas la fréquence de coupure. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer. On va jouer uniquement sur les capacités C1 et C2. Et par exemple, typiquement, pour augmenter d'un facteur 10 le facteur de qualité, je vais prendre une capacité 10 fois plus grande que celle C1, 10 fois plus grande que celle que j'avais précédemment. Et pour C2, je vais prendre une capacité 10 fois plus petite. Donc pour C1, je prendrai maintenant 100 nanofarad et C2 470 picofarad ou 0,47 nanofarad. Ce qui me permettra donc d'obtenir un nouveau facteur de qualité 10 fois plus grand, mais avec la même fréquence de coupure, en tout cas théoriquement. Idem, si au contraire je divise par 10 ma capacité C1 et si je prends une capacité C2 10 fois plus grande, donc par exemple 1 nanofarad pour C1 et 47 nanofarad pour C2, eh bien le facteur de qualité sera réduit d'un facteur 10, mais par contre de nouveau ma fréquence de coupure ne sera pas modifiée. Alors, on va modifier ça, donc je suis allé chercher dans mon tyroclasse les résistances dont je vais avoir besoin. Donc j'ai ici une résistance de 100 nano, 470 picofarad, 1 nanofarad et 47 nanofarad. Et je vais remplacer mes composants. Allons-y, on va déjà commencer par le premier cas. Donc on va chercher à augmenter par 10 le facteur de qualité. Donc je vais remplacer C1 qui était initialement de 10 nanofarad par une capacité de 100 nanofarad et pareil, celle de 4,7, je vais la remplacer par 0,47. Allons-y, je retourne sur ma plaquette. On va faire, je déplace la caméra pour que vous ayez une bonne visibilité. Voilà. J'enlève la sonde de mesure pour l'instant. Alors je vous rappelle, C1 c'était la capacité qui allait de c'était celle-ci qui allait donc de ma sortie out jusqu'à l'entrée, le point A. Donc ça, c'est C1. C1, donc, qui pour l'instant vaut 10 nanofarad. Je vais l'enlever. Alors, je vais déjà arrêter l'alimentation, ce serait très intelligent. Les deux, alimentation et signal. Voilà. Maintenant, je peux modifier mon montage. J'enlève cette capacité de 10 nanofarad. Alors, je vais la mettre sur ma feuille. Je vais noter, histoire de ne pas m'embrouiller, puisque là, on se retrouve avec tout un paquet de résistants, de capacités de différentes valeurs. Donc vous voyez, moi je les ai mis sur une petite feuille de papier, histoire de à chaque fois savoir qui est qui. C'est pas toujours évident. Les mesures des capacités avec le multimètre sont assez délicates et donc il vaut mieux quand même savoir de qui on parle. Alors j'ai pris ma capacité de 100 nanofarad et je vais la mettre à la place. Voici. Alors faites attention. Les pattes des composants sont assez fragiles. Voilà, je l'ai remplacé. Je la fais la même chose avec C2 qui valait 4,7 nanofarad, qui était donc entre le point B et la masse, qui est là-bas. Je l'enlève et je vais la remplacer par la capacité donc de 470 picofarad. La voici. Donc pareil, je la mets entre le point B et la masse. Point B qui correspond à l'entrée plus de mon ampli, que voici. Et pareil, la 4,7, je la mets de côté, histoire de ne rien perdre. Alors, on va rebrancher, et pareil, je vais refaire les mesures
de tension en fonction de la fréquence. Alors je vais me contenter de faire des mesures au voisinage de la fréquence de coupure. Donc pareil, je vais faire ça assez rapidement. On va déjà mettre en marche pour vérifier que le montage fonctionne correctement. Et ensuite, on fera des mesures. Alors sur l'oscilloscope, donc on va regarder un peu ce que ça donne, cette modification du facteur de qualité. Alors je me suis placé à basse fréquence pour l'instant, 1 kHz. Je vais juste modifier les réglages pour avoir... Voilà. On a deux signaux qui sont strictement identiques, ce qui est attendu pour un filtre passe-bas. Par contre, vous allez voir, quand on va se rapprocher de la fréquence de coupure, on va changer radicalement les valeurs. Alors je vais juste noter au fur et à mesure mes valeurs. Je vais diminuer un peu l'amplitude parce que là je m'attends à des choses un peu particulières. Je vais mettre 1 volt d'amplitude crête à crête. Voilà. Et j'ai sur mes entrées-sorties strictement la même valeur. Vous voyez, entrée et sortie, j'ai 1 volt pour mon signal d'entrée, signal de sortie. Donc j'ai vraiment un gain égal à 0, ce qui est attendu pour un filtre passe-bas quand on est très en dessous de la fréquence de coupure. Voilà. Allez, je me mets à 1 volt, c'est juste pour la suite des événements, vous allez voir, ce sera nécessaire. Je note la valeur puisque je vais tracer ensuite mon gain. Donc ici, on a un rapport de 1, ce qui nous fait un gain de 0 décibels. Je poursuis. Allez, je monte à 10 kHz et là, on va commencer à avoir des choses intéressantes. Donc 10 kHz. Alors, on retrouve donc un très léger déphasage qui commence à apparaître. Par contre, quand on regarde donc les rapports de valeur, j'ai toujours environ 1 volt en entrée, 1,10 volts. Par contre, en sortie, vous voyez que la tension commence à augmenter. Je suis à 1,62 volts pour ma tension de sortie. Ça, c'est différent de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait toujours une tension de sortie qui était ou égale ou inférieure à la tension d'entrée. Maintenant, on commence à avoir quelque chose de différent. Allez, je me mets à 14 kHz, on va se rapprocher de la fréquence de coupure, et vous voyez que mon signal de sortie augmente drastiquement. Donc ça, c'est tout à fait attendu, au sens où eh bien, l'influence du facteur de qualité, il est significatif justement au voisinage de la fréquence de coupure. Donc ici, on a une très nette augmentation de la tension, puisqu'on est passé à 3,24 volts, 22 volts. Je vais continuer, je vais mettre à 18 kHz, qui est la fréquence de coupure théorique, et vous voyez, mon amplitude a encore augmenté. Donc cette fois-ci, en entrée, j'ai une petite fluctuation de la tension d'entrée. C'est pas un montage. L'impédance d'entrée ici de mon montage n'est pas infinie. Donc c'est pour ça que ici je me retrouve avec ces variations de la tension d'entrée, bien que je n'ai pas modifié l'amplitude. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a une très nette augmentation de la tension de sortie, qui est l'effet du facteur de qualité. On est à 18 kHz. Je continue, pardon, j'ai fait tomber ma feuille. Je continue, je passe à 20 kg. Et là, par contre, j'ai de nouveau une diminution de mon amplitude. Enfin, une diminution, c'est relatif. Je reste quand même supérieur à ma tension, la valeur que j'avais en entrée. Donc en entrée, j'ai toujours, ça fluctue aux alentours de 0,9 volts, 896 millivolts. Et en sortie, j'ai 2,12 volts. Allez, je continue, je vais faire une mesure à 40 kHz. Voilà, là on commence à avoir une coupure classique d'un filtre passe-bas. Je vais augmenter l'amplitude du signal d'entrée, histoire d'avoir une valeur significative en sortie. Voilà, je règle en même temps la base de temps, toujours. Je vais augmenter encore un peu. Parce que vous voyez, je commence à avoir des perturbations qui apparaissent sur mon signal de sortie. Là, je commence à rentrer dans les limites des possibilités de mesure. Donc, je vais me mettre à 5 volts, histoire d'avoir une tension significative en sortie. Je vous rappelle, ce qui nous intéresse, c'est le rapport tension-sortie-entrée. Donc, à partir du moment où je fais bien mon ratio entre tension d'entrée et tension de sortie, je peux modifier l'amplitude de mon signal d'entrée. Ça ne pose pas de problème, tant que je reste dans la zone de linéarité. Allez, une dernière mesure à 80 kg. Voici. Alors là, on sort carrément de la zone de linéarité. Vous voyez, j'ai des grosses perturbations qui apparaissent. Bon. Là, les mesures commencent à perdre un peu leur validité. Donc j'observe 0,200, 200, allez, on va mettre 250 millivolts, on ne pourra pas être plus précis. 200 millivolts, 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 200 millivol
Ok, allez, je fais rapidement les mesures avec le deuxième gain, et puis après on discute de tout ça. Je trace le diagramme de Bode, et puis on discute de toutes ces valeurs. Je vous reprends, donc je vais arrêter les alimentations, je change mes deux capacités, je vous rebascule rapidement sur le montage, donc je change mes deux capacités. On avait donc ici une capacité, que je reprenne mon schéma, parce que je ne me souviens plus, pardon pour le bruit de feuille. Donc C1, c'est la capacité entre la sortie. Donc c'est celle-ci, ça c'était C1 qui là va aller 100 nanofarad. Donc je l'enlève, je la mets de côté. Et donc maintenant on va la remplacer par une capacité de 1 nanofarad, cette C1. Donc je reprends une capacité de 1 nanofarad, je la replace de nouveau entre la sortie et le point A, que voici, entre mes deux résistances. Et pareil, C2 qui valait ici 470 picofarad, je l'enlève. Et je la remplace par une capacité donc de 47 nanofarad. Voilà, C2, c'est bien C2, oui, tout à fait, qui est entre la masse et le point B. Voilà pour C2. Elle est bien entre la masse et le point B. Ok, on va regarder ce que ça donne à l'oscilloscope. Je rebranche et on regarde ça tout de suite. Je bascule sur l'oscilloscope, on va regarder les mesures. Alors, je suis de nouveau à 1 kHz, je vais en même temps, comme précédemment, noter mes valeurs. Je m'excuse. Donc, ici, on observe donc de nouveau un comportement à peu près similaire. Simplement, ici, je suis à 1 kHz. Normalement, je ne devrais pas commencer à avoir un déphasage aussitôt. Je vais mettre un peu plus bas en fréquence, on va voir ce que ça donne. 500 Hz. On a un petit déphasage. Alors, on va voir si il n'y a pas une erreur dans le montage. Non, on est à 90 degrés pour la fréquence de coupure. Donc ça, c'est attendu. C'est ce qui est attendu. Par contre, voilà, ce qu'on observe, c'est une nette atténuation de notre signal. Donc ça, c'est vraiment le facteur de qualité qui fait ça. Allez, je reviens à 1 kHz et je reprends mes mesures. Donc, je note VS, VE, VS. Je le note en même temps que je les commente. Donc, alors, je vais remettre le signal correctement. Voilà. Allons-y. Donc là, j'ai très nettement augmenté l'amplitude de mon signal d'entrée. C'est volontaire parce que je sais que je vais avoir une forte atténuation sur mon signal de sortie. Donc là, j'ai poussé un peu les choses. Donc vous voyez, entrée, j'ai 9, allez, on arrondit à la limite, au dixième, 9,7 volts. En sortie, j'ai 7 volts. J'augmente un peu la fréquence, je vais passer, donc on va passer à 10 kg pour voir ce que ça donne. 10 kg. Et là, vous voyez, j'ai une très nette atténuation maintenant de mon signal de sortie. Donc ça, c'est pas du fait de la coupure classique du filtre passe-bas, c'est parce que ici, j'ai utilisé donc un facteur de qualité qui, en l'occurrence, est très petit, puisqu'on est au facteur de qualité 0,069. Donc c'est pour ça qu'on a cette coupure. Je vais faire quelques autres mesures, 14 kHz. 14 kHz, donc de nouveau, on a une chute. 9,7 volts en entrée, 0,80, ça fluctue, on va arrondir, 0,84 volts en sortie. Je passe à 18 kg, qui est la fréquence théorique de coupure. Donc, ce qui est logique, c'est que j'ai bien une déphasage de 90 degrés, donc ça c'est attendu pour la fréquence de coupure. Par contre, j'ai une forte atténuation qui n'est pas liée à mon filtre passe-bas, à la coupure du filtre passe-bas de 40 décibels. Donc j'ai 0,66 en arrondissant. Je continue, je fais encore une mesure 20 kHz, 40 kg et 80 kg, 20 kHz. Donc, en entrée, ça ne bouge pas, j'ai 0,6 volts qui est à peu près stable en sortie. Je passe à 40 kg. Et là, je rediminue mon signal.
0,32, 0,34, 0,32, on va arrondir à 0,32 en sortie. Dernière mesure, 80 kg. Et ensuite, on trace les diagrammes de Bode associés. Et on va voir donc à quoi ça correspond sur le diagramme de Bode. Voilà, je place mon signal histoire qu'il soit bien placé, avoir le plus grand calibre possible pour améliorer la précision, et j'ai environ 0,16 volts, ouais, 0,16, ça fluctue, ouais, ça fluctue, 0,16 volts en sortie. Voilà pour mes mesures. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le tracé du diagramme de Bode. À tout de suite. J'ai donc tracé le diagramme, le gain associé donc à mon filtre. Donc vous voyez, j'ai repris ici, j'ai refait un graphique dans lequel j'ai fait apparaître le gain pour les 3 facteurs de qualité. Le premier graphique, j'ai été obligé de le refaire parce que j'ai mal anticipé les choses, à savoir que pour le gain correspondant à un facteur 10 par rapport à mon gain initial, j'ai une très forte amplification. Et donc, pour pouvoir respecter les échelles, pour pouvoir respecter l'amplification qui apparaît avec le facteur de qualité, en l'occurrence le facteur de qualité de 7, j'ai été obligé de reprendre le graphique. Donc, quoi qu'il en soit, vous retrouvez donc sur ce graphique, je vais très légèrement zoomer, histoire que ce soit parfaitement clair. Donc vous retrouvez sur ce graphique ce que je vous ai présenté précédemment. La courbe en noir ici correspond donc au gain obtenu avec le facteur de qualité environ 0,7. Ça correspond au 1 sur racine de 2. C'est la définition du fil type de Butterworth. J'ai rappelé ici les valeurs des composants que j'ai utilisés pour faire cette expérimentation. Donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec la fréquence de coupure de 18 kHz. Donc ici, j'ai rajouté les deux autres mesures que j'ai effectuées, donc avec le facteur de qualité 10 fois plus petit de 0,07 en rouge, et le facteur de qualité 10 fois plus grand, donc de 7 ici en vert. Alors, les faits marquants là qu'on peut observer, on va commencer par le facteur de qualité très nettement inférieur à 1, 0,07. C'est que vous voyez ici, la courbe qu'on obtient, c'est qu'on a une suratténuation ici au voisinage de la fréquence de coupure. Un filtre passe bas, normalement, quand on est en dessous de la fréquence de coupure, on devrait avoir un gain quasi constant et donc pas d'atténuation. Or ici, vous voyez qu'avec ce facteur de qualité de 0,07, donc très petit, on a une suratténuation de notre signal. Dès 1 kHz, on commence à avoir une atténuation. À 1 kHz, en fait, on a déjà une coupure à moins 3 décibels ici, sur ce point. Et vous voyez que dès 1 kHz, on a une très forte atténuation, puisque à 10 kHz, on a déjà perdu quasiment 20 décibels. Donc ici, quand le facteur de qualité est très petit, ça a pour influence de suratténuer le signal au voisinage de la fréquence de coupure. Donc c'est peut-être pas très adapté pour l'application d'un filtre passe-bas, vous vous doutez bien. Sinon, autre remarque, ici, vous voyez que la pente n'est pas tout à fait respectée par rapport à ce qu'on avait précédemment. Précédemment, on avait trouvé, donc avec ce facteur de qualité de 0,7, une pente d'environ 10 décibels par octave. Ici, vous voyez que la pente est plus faible. Elle est moins marquée. Alors, il faut bien voir que là, on est encore sous l'influence, si je puis dire, de ce facteur de qualité très petit. On est au voisinage de la fréquence de coupure, qui est ici à 18 kHz. Il aurait fallu que je fasse des mesures à plus haute fréquence. Malheureusement, là, l'atténuation était telle que je ne pouvais pas le faire la représentation sur mon graphique, mais on peut s'attendre à ce que le graphique reviennent ensuite à plus haute fréquence vers une atténuation correspondant à une pente donc de l'ordre de 10-12 décibels par octave. Ici, cette pente donc n'est pas caractéristique de la coupure typique d'un fil du deuxième ordre, hein, je précise. Alors, ça c'était donc le facteur de qualité, donc 0,07, donc avec ce facteur 10, divisé par 10 par rapport à ce qu'on avait initialement. Je vous ai représenté en vert donc la même chose. Pour cette fois-ci, le facteur de qualité
avec ce facteur multiplicatif par 10, et vous voyez qu'au contraire, quand on a donc un facteur de qualité qui est très nettement supérieur à 1 maintenant, on a un effet contraire, c'est-à-dire au lieu d'avoir une suratténuation comme on avait précédemment, on a une amplification. C'est-à-dire qu'au voisinage de la fréquence de coupure, donc les 18 kHz qui sont ici, eh bien on a une augmentation brutale du gain, puisque là on monte jusqu'à quasiment 14-15 décibels, plus 14, plus 15 décibels. Donc ici, il s'agit d'une amplification. Hein, le signal de sortie est plus grand, devient plus grand que le signal d'entrée, donc une amplification. Une amplification de notre signal avec cette montée brutale du gain au voisinage de la fréquence de coupure. Et ensuite, de nouveau une décroissance. Et cette fois-ci, étonnamment, en tout cas, là, on retrouve une pente qui est quasiment de l'ordre de 12 décibels par octave. Alors, j'ai pas pris suffisamment de points de toute façon pour être très précis en termes de mesure, mais là, on est quasiment à 12 décibels par octave, qui est donc le gain attendu pour un filtre du deuxième ordre. Je vous rappelle, en termes d'octave, filtre du premier ordre, c'est moins 6 décibels par octave, deuxième ordre, c'est moins 12 décibels par octave. En termes de décade, premier ordre, c'est moins 20 décibels par décade, et filtre du deuxième ordre, c'est moins 40 décibels par décade. Donc voilà, donc typiquement ici, cette amplification qu'on observe au voisinage de la fréquence de coupure, puisque le maximum se situe véritablement au niveau de la fréquence de coupure, il n'est pas du tout attendu, en tout cas, enfin il n'est pas attendu, il n'est pas, on va dire, souhaitable dans le cadre d'un filtre passe-bas, puisque ici, on amplifie fortement notre signal, à part pour des besoins spécifiques, c'est pas du tout ce qu'on souhaite avoir quand on réalise un filtre passe-bas. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi finalement les filtres dits de Butterworth qu'on a vus en TD sont très largement utilisés, parce que ce sont vraiment des filtres qui permettent d'avoir le meilleur compromis pour la réalisation d'un filtre passe-bas, c'est-à-dire un gain très très constant en deçà de la fréquence de coupure, et ensuite une coupure très rapide. Donc le filtre Butterworth, bien évidemment, c'est le filtre qu'on a obtenu dans le premier cas avec Q0 environ 0,7. Environ 0,7, ça correspond quasiment à 1 sur racine de 2. Voilà pour cette présentation donc, du diagramme de Bode, plutôt du diagramme de gain associé à nos trois filtres passe-bas, mais avec trois valeurs différentes du facteur de qualité. Ceci conclut donc cette présentation des filtres de Sallen & Kay, cette application au filtre passe-bas. On va arrêter là au niveau des montages. On aurait pu éventuellement, avec le filtre Sallen & Kay, faire un filtre passe-haut, filtre passe-bande. On va s'arrêter là. On a déjà fait pas mal de mesures, on a déjà présenté pas mal de choses. On ne va pas trop non plus charger la barque. Voilà. Donc, ceci termine ces tutoriels, cette série de tutoriels d'électronique analogique destinés aux étudiants de première année. J'espère que ces tutoriels vous ont intéressé. Vous pouvez retrouver dès à présent d'autres tutoriels en électronique numérique destinés aux étudiants de deuxième année. Et n'hésitez pas, si vous voulez des précisions, si vous voulez faire des critiques aussi, à mettre des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et donc, je vais arrêter là et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.